Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e cours consacré à la notion d'histoire en philosophie. Après avoir abordé la notion d'abstraction récemment avec Nietzsche concernant le poids des événements historiques sur une mémoire dite individuelle ou collective, il va être question à présent de développer ce même point concernant l'histoire et concernant toute forme d'historiographie. L'histoire reposant sur un processus de recomposition lorsqu'il est question de raconter ce qui s'est passé à une période lointaine. L'enjeu de cette nouvelle vidéo consacrée à la pensée de Schopenhauer va être d'opérer une critique et un dépassement de toutes les approches liées à une philosophie de l'histoire, que ce soit celle d'une approche scientifique de l'histoire qui repose sur l'observation de régularités historiques constatées entre différents éléments, que l'on a constaté avec Platon, Machiavel ou Kant, ou celle d'une étude de l'histoire donnant lieu à une connaissance théorique des règles qui régissent tout événement historique, avec Hegel. En somme, cet enregistrement devrait être ma conclusion, et d'ailleurs ça va être ma conclusion, à l'itinéraire que l'on a suivi relativement à la philosophie de l'histoire. Tout d'abord, il convient de préciser que Schopenhauer, comme bien souvent, possède une réflexion puissante et plutôt méconnue sur cette notion d'histoire, et que le fait que celle-ci soit à ce point méconnue est une aberration dans la mesure où elle brasse énormément d'éléments pertinents se rapportant aux différents axes que l'on a abordés. Ensuite, la réflexion schopenhauerienne sur l'histoire, même si elle n'est pas reconnue comme telle, à part par d'éventuels spécialistes, est à ma connaissance la principale arme de destruction massive de l'hegelianisme, et un des rares endroits où, dans l'œuvre de Schopenhauer, on peut assister à une critique philosophique de Hegel et de son système qui repose sur une philosophie de l'histoire. Non, parce que c'est toujours rigolo de lire Schopenhauer insulter Hegel ou se moquer des hegeliens, mais le problème c'est que l'on cite moins souvent les éléments où ce dernier retrouve un certain calme et un grand sérieux philosophique pour attaquer de manière solide et intelligente des positions philosophiques avec lesquelles il est en profond désaccord. Mon but ici ne va pas être tant de traiter de la remise en cause d'une quelconque scientificité de l'histoire comme discipline intellectuelle, mais de vous faire découvrir une pensée tout autant forte que méconnue, relativement à une philosophie de l'histoire qui existe bel et bien chez Schopenhauer, en tant que déconstruction des philosophies antérieures de l'histoire. Je vais procéder en deux temps. Tout d'abord, je vais m'appuyer sur quelques réflexions embryonnaires de Schopenhauer concernant les notions de science et d'histoire, se situant au livre 3 du Monde comme volonté comme représentation, puis je développerai plus en détail sa philosophie de l'histoire, qui occupe une place trop méconnue dans son système, et que l'on retrouve développée dans un chapitre fabuleux des suppléments du Monde comme volonté comme représentation, les suppléments du livre 3, qui se nomme très sobrement l'histoire. Il s'agit de la page 1178 de l'édition Quadrige, le gros livre rouge qui ressemble à une brique pour ceux qui l'ont. Bien évidemment, je m'appuierai si nécessaire sur des extraits précis, mais je ne saurais que vous encourager à aller lire ce fabuleux chapitre, qui compte selon moi parmi les meilleurs textes de Schopenhauer. Commençons donc par l'idée de scientificité propre à l'histoire, et interrogeons-nous sur ce que l'on pourrait entendre par là. On a vu avec Hegel notamment que la manière de considérer scientifiquement l'histoire serait indissociable d'une lecture philosophique de l'histoire qui consisterait à lui donner un sens et à y déceler un certain progrès de l'humanité. Le progrès qui est ici celui de la raison humaine, je le rappelle. Donc, or, Schopenhauer donne des éléments pour déconstruire cette adéquation entre rationalité du réel et rationalité de l'esprit humain dans l'ensemble de sa philosophie, puisque pour lui, le réel est bel et bien irrationnel, l'homme étant soumis à son instinct de conservation ou ce que Schopenhauer nomme le vouloir vivre, et chaque individu ayant pour constance de passer du manque à l'ennui selon un cycle,
il est évident que les guerres et les conflits en sont une continuité logique et qu'il n'y a pas de progrès à attendre de l'humanité, et ce d'autant plus que la raison humaine n'est pas le réel, mais une simple faculté à produire des idées métaphysiques et abstraites propres à l'homme. Je ne développe pas davantage ces points, car j'y ai déjà consacré de nombreuses vidéos, mais je le rappelle au cas où pour bien montrer la différence totale de système par lequel on appréhende le monde chez Schopenhauer. C'est exactement le contraire de Hegel à tous les niveaux, où tout semble se répéter et où rien de rationnel ne se cache sous le pulsionnel. Chez Schopenhauer, justement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui est rationnel, finalement, cache un arrière-fond irrationnel. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont Schopenhauer argumente cette impossibilité de concevoir l'histoire comme une science, au livre 3 du Monde, paragraphe 51, sur un plan strictement conceptuel. Dans ce passage, Schopenhauer oppose l'histoire à la poésie et valorise la deuxième, qui est un art permettant mieux que l'histoire de décrire le fond de la nature humaine. Rappelons que l'art est le principal objet de réflexion de Schopenhauer dans le livre 3. Alors honnêtement, on commence doucement. Pour moi, c'est pas le meilleur texte dont je vais vous parler, mais ça permet déjà de poser un cadre et de poser certaines bases par rapport à ce qui va suivre. Parce que les suppléments, ils ont été écrits quand il y avait peut-être une maturité philosophique encore supérieure, mais bon. En effet, Schopenhauer renvoie ici l'histoire à sa fonction descriptive. Donc son rôle repose sur la description de faits passés. Or, décrire ne revient pas à établir quoi que ce soit par rapport à la nature humaine selon des lois générales ou universelles, ce qui serait le propre justement de la science et de toute attitude scientifique qui repose sur une volonté de rassemblement et de synthèse. Plus précisément, il y a plus à apprendre des peuples en étudiant des poésies propres à leur culture qu'en étudiant leur histoire, qui repose sur une démarche paradoxale consistant à relater des faits isolés et singuliers, alors même qu'ils relèvent d'un processus d'abstraction et sont relatifs à une entreprise de découpage. Je reviendrai sur ce point paradoxal plus tard, mais ce qu'il faut comprendre et rappeler, c'est que l'histoire, comme récit poétique, est supérieure sur un plan épistémologique. Je rappelle qu'histoire, ça peut aussi vouloir dire récit, c'est pas forcément entendre en un sens historique. Et justement ici, sur un plan épistémologique, ça serait supérieur à un récit historiquement rigoureux des faits, ce qui peut paraître étonnant a priori, et peut laisser à penser que Schopenhauer est un fou furieux illuminé, mais il dissipera toute ambiguïté dans le supplément dont je vous ai parlé. La poésie possède une certaine supériorité scientifique car elle permet la saisie de l'universel dans la mesure où elle donne à saisir par intuition l'idée propre à l'homme, à l'humanité prise dans son ensemble, car la poésie repose sur la suggestion d'émotions propres à tous les hommes, tandis que l'histoire va essayer de raconter ce qui est le propre d'hommes particuliers. Donc vous voyez, c'est d'après ce critère-là très précisément. D'ailleurs, il se défend au début du supplément dont je vous parle du fait que ça soit farfelu en disant que Aristote était d'accord avec ça. Donc bon, Aristote il était quand même assez terre à terre. Donc voilà, donc pour plus de précision, je cite le texte en question et on va s'attarder un peu dessus avant de rentrer ensuite dans le vif du sujet. Donc je cite: sans doute, l'expérience et l'histoire nous apprennent aussi à connaître l'homme, mais elles nous montrent les hommes plutôt que l'homme, c'est-à-dire qu'elles nous fournissent des notions empiriques sur la façon dont les hommes se conduisent les uns envers les autres, notions dont nous pouvons tirer des règles pour notre propre conduite plutôt qu'elles ne nous ouvrent des vues profondes sur la nature intime de l'humanité. Cependant, ce second genre d'études n'est nullement interdit à l'historien, mais toutes les fois que l'histoire ou l'expérience individuelle nous font connaître la nature de l'humanité, c'est que déjà nous avons envisagé soit l'effet d'expérience, soit l'effet historique en artiste et en poète selon l'idée, non selon le phénomène, au point de vue absolu, non au point de vue relatif. Fin de citation.
Donc on peut voir ici que la réflexion de Schopenhauer est loin d'être farfelue et assez rigoureuse conceptuellement. D'une part, il dissocie histoire et poésie en montrant que l'histoire porte sur des hommes singuliers et la poésie sur des idées relatives à l'humanité prises dans son ensemble. En passant l'idée dans le texte, c'est l'idée avec un grand I, puisque Schopenhauer est platonicien, je le rappelle. Donc ce qu'il y a de plus universel, de proprement universel, c'est l'idée, que l'on peut se faire par exemple de Napoléon comme d'un homme ambitieux. Si l'on se met à décrire de façon poétique les guerres napoléoniennes, ce qu'il y a de plus vrai, ce n'est pas les guerres napoléoniennes décrites de manière scrupuleuse, qui ne sont que des manifestations de la volonté de Napoléon, des exemples empiriques et relatifs à cette volonté particulière, mais plutôt l'ambition ou l'égoïsme qui sont universellement présents au sein de l'humanité à des degrés différents, et la poésie ou même l'art au sens général du terme peuvent aider à le ressentir en soi-même par contemplation désintéressée. Donc ce point renvoie directement à un aspect de l'esthétique de Schopenhauer à laquelle j'ai consacré une vidéo extrêmement complète si ça vous intéresse, qui est tout à la fois idéaliste, puisque ce qu'il y a de plus vrai c'est l'idée avec un grand I, et anti-platonicienne, puisque l'art est le moyen d'accéder à l'idée et de dépasser les apparences qui sont toujours relatives à des faits et qui n'ont pas la dimension absolue de l'idée. Bon. Mais en comparant art et histoire, on pourrait penser que Schopenhauer, en bon esthète qu'il est, se contente de décrédibiliser l'histoire en laissant à penser qu'elle ne porte que sur des faits, et que les faits ne sont jamais autant significatifs qu'une réinterprétation artistique de ceux-ci, parce que bon, concrètement, c'est ce qu'il a l'air de dire. Or, Schopenhauer va se défendre par rapport à cette ambiguïté, en remettant l'histoire à sa place, en rappelant notamment le fait qu'elle donne lieu à une connaissance, mais que connaissance n'est pas exactement la même chose que science, justement. Je vais vous citer quelques extraits assez parlants et utiles, qui se situent au début du fameux supplément nommé l'histoire. Tout d'abord, Schopenhauer nous dit « Seule l'histoire ne peut vraiment pas prendre rang au milieu des autres sciences, car elle ne peut pas se prévaloir du même avantage que les autres. Ce qui lui manque en effet, c'est le caractère fondamental de la science, la subordination des faits connus, dont elle ne peut nous offrir que la simple coordination. Il n'y a donc pas de système en histoire, comme dans toute autre science. L'histoire est une connaissance sans être une science, car nulle part elle ne connaît le particulier par le moyen de l'universel. Mais elle doit saisir immédiatement le fait individuel et, pour ainsi dire, elle est condamnée à ramper sur le terrain de l'expérience. Plus loin, Schopenhauer dit « Les sciences, systèmes de concepts, ne parlent jamais que des genres. L'histoire ne traite que des individus. Elle serait donc une science des individus, ce qui implique contradiction. Il s'ensuit encore que les sciences parlent toutes de ce qui est toujours, tandis que l'histoire rapporte ce qui a été une seule fois et n'existe plus jamais ensuite. » Fin de citation. L'histoire est une connaissance, donc, en tant qu'elle repose sur un processus de coordination qui consiste à établir une date précise à un fait et à décrire des événements singuliers faisant intervenir des individus singuliers. Or, il n'y a pas science de l'individuel, seulement de l'universel. Il y a science dès lors que l'on peut connaître un fait individuel à partir d'une règle universelle. Par exemple, la chute d'un corps peut être rattachée à la loi universelle de la gravitation universelle de Newton. Or, rien ne permet d'expliquer la Révolution française ou le coup d'État de Napoléon à partir d'une loi universelle. Loi qui serait selon Hegel la raison immanente au réel se déployant toujours selon une logique dialectique. Ce désaccord majeur entre Schopenhauer et Hegel, qui rend caduque l'entreprise d'une lecture philosophico-scientifique de l'histoire, vient, on pourrait le dire, du fait que ce qui anime les hommes et qui est la cause des événements historiques est leur caractère. Le caractère chez Schopenhauer, je le rappelle,
c'est ce qu'est un individu de manière substantielle et dont il va prendre conscience à travers le temps, à travers ses actes. Donc, or, Hegel ne tient jamais compte de l'individu. Ça, on l'a déjà vu. D'après lui, l'individu n'est qu'une abstraction qui n'a rien de concrète, puisque chaque individu évolue dans une structure étatique qui le façonne. Or, Schopenhauer rappelle ici que, précisément, il y a un atomisme des individus, et donc des faits qui s'y rattachent. Le terme d'atomisme, c'est moi qui l'utilise pour que ce soit plus clair. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, justement, qui est absolument singulier et qu'on peut pas complexifier davantage. Donc chaque événement historique est singulier, car chaque événement est le produit d'une volonté ou d'un ensemble de volontés se rattachant à des caractères particuliers. Pour Schopenhauer, le fond des guerres et des crises que traverse l'humanité reste la volonté qui anime chaque individu de manière égoïste et conflictuelle, mais elle s'exprime toujours à travers un ensemble de caractères particuliers, d'individus singuliers qui font que les acteurs des événements historiques ne sont jamais comparables qu'en surface, et jamais en profondeur. C'est pour cela que Schopenhauer montre qu'il y a contradiction à penser l'histoire comme une science, car l'histoire décrit ce qui arrivera une fois. La guerre de 100 ans n'est pas la même chose que la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale n'est pas la même chose que la guerre en Ukraine, de la même façon que Hitler n'est pas Poutine. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce qu'il y a une apparence de similitude entre deux événements relativement au fait qu'il s'agisse d'une guerre, ou par rapport au fait que ceux qui en sont les acteurs sont des hommes de pouvoir ambitieux, que c'est bien de la même chose dont on parle. Au moins en science, en physique par exemple, la loi d'inertie peut servir à rendre compte du fait que chaque corps poursuit son mouvement tant qu'il n'est pas interrompu par un autre corps dans ce mouvement, et on peut constater que cela est invariable via une succession d'événements identiques. Mais en histoire, enfin justement c'est pas des événements puisqu'il y a une répétition et tout se reproduit de manière absolument identique, mais en histoire tout ce que l'on peut constater c'est qu'à des époques différentes, des individus différents rentrent en conflit pour des raisons diverses et variées. Si la nature du conflit peut être rattachée à l'irrationalité de l'humanité et au vouloir vivre, elle ne peut pas être déduite d'après des lois universelles rassurantes que la raison peut comprendre. C'est vraiment ça la différence profonde avec Hegel, justement. Il n'y a pas de compréhension rationnelle à avoir des événements historiques, car l'histoire n'est, je cite, que le long rêve pénible et embrouillé de l'humanité. Donc tout ce que l'on vit, c'est la même chose, le conflit, la guerre, etc., mais toujours autrement. C'est de là que vient d'ailleurs cette célèbre citation de Schopenhauer, la même chose mais toujours autrement. Donc, si bien qu'on ne peut jamais tirer de leçons de l'histoire en un sens théorique ni même pratique. En tout cas, pratique on y reviendra plus tard, mais théorique ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pas repérer des lois universelles qui font sens pour la raison par rapport à l'action complètement irrationnelle des hommes. Donc d'un point de vue épistémologique, il y a donc ressemblance, mais jamais identité, entre deux époques. La distinction entre ressemblance et identité, elle est vraiment essentielle, elle permet vraiment d'approfondir cette critique que Schopenhauer fait de Hegel, c'est-à-dire que même proches, même deux événements proches, car pour Hegel la comparaison échouait principalement si les époques étaient trop lointaines, pour Schopenhauer, même deux événements, on va dire, historiques relativement proches, ils sont quand même impossibles à... Enfin, on peut les comparer, mais ça n'a aucune valeur scientifique ou épistémologique. Voilà. Car l'histoire donne à voir une multiplicité d'événements singuliers, événements qui sont toujours, d'après Schopenhauer, découpés de façon artificielle, puisque l'histoire repose bien sur une entreprise d'abstraction discriminante qui va se concrétiser sous la forme de frises chronologiques ou de repères fondamentaux qu'il faudra apprendre par cœur à l'école d'ailleurs,
et oublié en quasi-totalité une fois adulte, à moins de vouloir devenir prof d'histoire. Pour mieux comprendre ce point, qui va de pair avec un atomisme des faits des individus qui en sont la cause, il faut bien comprendre que la conception du temps chez Schopenhauer repose sur une certaine idéalité et indivisibilité. Donc là, c'est la partie, on va dire, assez métaphysique de sa théorie, mais ça, si vous voulez, dans la mesure où l'histoire, c'est une succession qui se déroule à travers le temps, une succession de faits qui se déroule à travers le temps, c'est intéressant de voir que finalement, il y a eu une absolue identité avec la manière justement dont Schopenhauer conçoit le temps. Donc tous les événements historiques sont le fruit d'un processus de découpage et d'abstraction, y compris lorsque l'on souhaite identifier tel événement historique comme la cause de tel autre événement. Par exemple, voir la terreur de Robespierre comme la cause nécessaire d'une première république française. Le temps, Schopenhauer le définit dans sa thèse de doctorat de la quadruple racine du principe de raison suffisante comme un continuum, c'est-à-dire comme un flux homogène qui contient sa propre unité et consistance. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque événement qui a lieu à travers le temps est surdéterminé et que si l'on enlève certains éléments qui se déploient à travers le temps, comme le faisait Hegel, qui, dans La raison dans l'histoire, expliquait qu'il fallait faire du tri et retirer l'actualité insignifiante et sans importance pour ne retenir que l'actuel, qui s'inscrit en prolongement avec ce qui précède, eh bien on est déjà à côté de la plaque. Et on perd déjà ce qui fait la spécificité de l'événement, comme se situant dans le prolongement d'une totalité de causes liées les unes aux autres, sans que procéder à une abstraction ne détruise un minimum le sens de l'événement. Bref, la réalité historique humaine est tellement complexe, pour le dire de manière encore plus concise, et les faits sont tellement entremêlés les uns aux autres qu'un événement n'est jamais qu'une construction qui survient a posteriori de la part de l'historien, qui abstrait un fait qu'il estime être suffisamment marquant sans pouvoir rendre compte de la totalité des causes au principe de cet événement. Voilà pourquoi l'histoire non seulement n'est pas une science, mais que même si elle essayait de l'être, son savoir demeurait toujours partiel et un minimum insatisfaisant. C'est-à-dire que même d'un point de vue descriptif, vu qu'elle repose sur ce processus de discrimination et qui consiste vraiment à isoler les faits les uns par rapport aux autres, il y a forcément quelque chose d'incomplet dans la démarche de l'historien. C'est pour tout cela que Schopenhauer disait déjà dans sa quadruple racine du principe de raison suffisante que, c'est une citation, des événements peuvent bien se suivre sans qu'il soit nécessairement question pour eux de s'en suivre. Fin de citation. Donc la liaison apparente entre deux événements, la guerre et un progrès apparent des institutions qui s'ensuit par exemple, peut très bien n'être qu'apparente, justement, et reposer sur une séparation de plusieurs événements constitutifs ayant conditionné l'apparition de tel ou tel autre événement. Schopenhauer ne dit pas pour autant que cela ne sert à rien de faire de l'histoire, cela dit, tout en remettant en cause son statut de science et son absence de systématicité possible. Il dit que cette dimension artificielle et abstraite de l'histoire, qui paradoxalement en voulant atteindre le singulier manque toujours son identité réelle, est nécessaire pour constituer une mémoire collective de l'humanité, sans laquelle un peuple est condamné à demeurer aveugle et à ne pas savoir quoi faire et où aller. Il fait d'ailleurs une comparaison avec la raison humaine qui, à l'échelle individuelle, permet justement d'avoir une réflexion sur son propre vécu. L'histoire permet de faire ça à l'échelle d'un peuple. Donc il dénigre pas non plus l'histoire, il tient juste à remettre les choses à leur place et à lui enlever le statut de science qui est justement le résultat de l'hégélianisme qui a eu un impact vraiment fort au XIXe siècle en philosophie. Et précisément, Schopenhauer en arrive à un point décisif par rapport au seul enseignement que l'on peut tirer de l'histoire et que l'humanité doit retenir, et il le fait en construisant sa propre philosophie de l'histoire qui doit retenir ce qu'il y a d'éternel et d'immuable,
malgré les nombreux obstacles épistémologiques que l'on a relevés précédemment, que l'histoire tente de relater le singulier mais qu'en réalité elle n'y arrive jamais complètement à cause de la trop grande complexité interne des événements surdéterminés qu'elle décrit, ce qui apparaît comme étant singulier étant toujours pris dans un immense réseau de causes qui le déterminent. Or, ce qu'il y a d'éternel et d'identique quand on étudie l'histoire, puisque pour Schopenhauer c'est vraiment l'idée, l'idée qui est universelle et qui est la source de toute vérité. Donc ce qu'il y a d'éternel et d'identique quand on étudie l'histoire, ce n'est pas que l'humanité progresse, bien au contraire, et Schopenhauer va faire alors ici quelque chose de génial pour changer un peu, à l'instar d'un certain Nietzsche, qui lui doit beaucoup, on ne le dira jamais assez. Il va recourir à une démonstration de type généalogique pour déconstruire totalement une bonne fois pour toutes l'hégélianisme. Non, parce que attaquer point par point les présupposés épistémologiques sur lesquels repose la possibilité de décrire un progrès de la raison humaine à travers l'histoire, en réaffirmant la dimension insécable et indivisible du temps, la singularité de chaque événement et individu qui en est la cause, la différence entre connaissance et science, c'était pas assez pour Schopenhauer, il fallait en plus qu'il attaque l'idée même de progrès historique, en la faisant découler de l'association de plusieurs idées dont l'origine est irrationnelle. Donc là, il a non seulement dynamité les bases de la théorie de Hegel, mais en plus, c'est comme s'il avait fait en sorte que là où elle était, il n'y ait plus rien qui puisse repousser ensuite. Bon, en fait non, puisque beaucoup n'ont même pas lu ce texte, mais bon, peu importe. Donc en fait, Nietzsche, Schopenhauer, démasque cette idée de progrès de la raison humaine en montrant que c'est une idée liée au christianisme et à des préjugés associés au théisme occidental qui ont été tellement intériorisés par les hégéliens qu'ils en deviennent de mauvais chrétiens. Donc ça c'est intéressant, c'est que finalement le chrétien, parce que Hegel était chrétien, finit par devenir impie, en développant justement une idée de progrès historique. Donc ça c'est assez drôle et c'est assez intéressant en même temps. Donc Schopenhauer dit qu'en fait, l'État prussien que vénère Hegel, parce que je rappelle que pour Hegel, l'État prussien signe la fin de l'histoire au XIXe siècle, eh bien cet État prussien que vénère Hegel et les hégéliens n'est rien de plus que le substitut du dieu providentiel devant sauver l'humanité lors de l'Armageddon. En fait, Hegel a inconsciemment remplacé le paradis par l'État prussien de son époque, qui était devenu le dieu sauvant les bons croyants et leur donnant accès au paradis terrestre. Ce qui fait de lui un mauvais chrétien, de même que les hégéliens, car il est impie pour un chrétien de penser que ce qu'il y a de meilleur est à vivre sur terre. Le christianisme enseignant justement, d'après la parole de l'Ecclésiaste notamment, que tous les biens de ce monde sont vains. C'est donc une forme de combinaison entre un hédonisme prônant la recherche du plaisir et l'espérance liée à la croyance en Dieu et au paradis qui, combinés ensemble, explique de façon généalogique l'idée de progrès historique qui a donc une origine irrationnelle et artificielle. C'est-à-dire qu'il s'agit de plaquer finalement des préjugés religieux sur la réalité elle-même, alors que le réel n'est pas fait justement pour donner aux croyants ce qui n'est qu'idéal et censé s'ajourner puisque devant avoir lieu dans le paradis, une fois que l'Armageddon a eu lieu. Donc au contraire, un progrès apparent et momentané de l'humanité à un instant précis n'est qu'une apparence, et non pas quelque chose que l'on devrait voir derrière le chaos sanglant des passions humaines. Il faut voir ce qu'il y a d'éternel derrière un apparent progrès, à savoir que la paix ne dure jamais véritablement à cause du désir cyclique des uns et des autres, et de l'absence de rationalité réelle propre à l'humanité, et par conséquent en tirer l'enseignement suivant, qu'il est toujours nécessaire de se préparer au pire, sans jamais trop en attendre de l'avenir. Donc finalement, la philosophie de l'histoire que développe Schopenhauer en opposition nous enseigne une grande prudence et une grande méfiance à l'égard de ce qui advient. Voilà, j'ai terminé ma série de vidéos sur la notion d'histoire.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas consacré de vidéo à la pensée de Schopenhauer, et sa théorie étant assez riche et dense, j'ai eu envie de prendre mon temps et de ne pas bâcler le travail, donc j'espère que ça vous aura un minimum plu ou intéressé. Je ne sais pas encore quand est-ce que je reprendrai mon travail sur cette chaîne, mais je compte aborder prochainement la notion de vivant, disparue elle aussi du programme, car si l'humanité et son évolution ne peut être comprise d'après des lois universelles, il conviendra de se demander s'il en est de même concernant la vie comme processus biologique. En attendant, portez-vous bien, merci pour votre fidélité pour ceux qui sont déjà abonnés, et à la prochaine fois.